sport est une source de passion et d'émotion, un formidable outil de cohésion sociale et un levier essentiel pour la santé publique. Du terrain amateur aux grandes compétitions internationales, il occupe une place centrale dans nos sociétés. Pourtant, son empreinte carbone est considérable. C'est ce constat qui est mis en évidence par le rapport Décarbonons le sport, qui s'est intéressé au calcul de ses émissions et aux leviers de décarbonation à mettre en place dans les deux principaux sports en France, le football et le rugby, professionnels et amateurs. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Justine Biraud, copilote du rapport. Bonjour. Bonjour Clément. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer rapidement les origines de cette étude et son cadre ? Eh bien, je m'appelle Justine et j'ai copiloté avec Alan Lemoine cette étude qui est initialement un projet qui émane des shifters, où Alan a créé il y a quelques années le cercle thématique sport et on s'est retrouvés entre passionnés de sport et passionnés de décarbonation à parler de ces enjeux-là et à se dire qu'il fallait absolument faire quelque chose pour se mettre en mouvement, pour décarboner les pratiques sportives, qu'on voyait bien qu'il y avait des choses qui étaient déraisonnables, quoi, en tout cas qu'il fallait agir sur ce secteur assez peu étudié finalement. Et donc avec Alan et avec tout le groupe de travail, on a mobilisé nos forces pour écrire des premières notes de synthèse et puis proposer au Shift Project de faire ce projet de Décarbonons le sport. Ensuite, on a trouvé des financements et grâce à Maïf et son programme Sport Planète, ils ont financé l'étude, ce qui nous a permis de démarrer le projet au Shift Project et de lancer une étude pendant 2 ans et demi. Et du coup, sur quelles données ou évaluations vous êtes basé pour réaliser votre travail et quelles étaient les sources sur lesquelles vous avez travaillé ? Bonne question, parce qu'au départ, avec Alan et tout le groupe de travail, on se disait on va faire l'empreinte carbone du sport en général, c'est parti. Et on a très vite recentré l'étude autour des stades, qui nous paraissait un bon angle d'attaque méthodologique, parce que dans les stades, il y a beaucoup de flux physiques qu'on peut mesurer. Donc des transports de spectateurs, du nombre de burgers vendus, des kilowattheures consommés dans l'enceinte. Donc on a commencé à travailler avec ce prisme-là méthodologique. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que quand on s'intéressait au stade, globalement on s'intéressait beaucoup au foot et au rugby. Parce qu'il y a un peu d'athlétisme dans les stades, mais il y a surtout beaucoup de foot et de rugby. Et donc, à la suite de nos publications intermédiaires, il y a eu 2 publications intermédiaires pour ce rapport, on a élargi l'étude au foot et au rugby en général, professionnels et amateurs. Alors qu'au début, c'était vraiment centré sur les grands stades, comme le Stade de France, comme Gerland. Et là, on a vraiment dit, la pratique amateur nous paraît extrêmement intéressante à analyser aussi. Et du coup, quels sont les plus gros postes d'émission que vous avez mis en évidence dans le rapport ? Alors donc, on s'est intéressé à la pratique du football et du rugby amateur et professionnel, qui fait à peu près 2,5 millions de licenciés, et surtout parce qu'il y a beaucoup de licenciés de foot en France, c'est là où il y a le plus de pratiquantes et de pratiquants. Et on a scindé l'étude en 2 avec le volet amateur et professionnel. Donc professionnel, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, le Top 14, la Pro D2 et tous les championnats européens, plus les matchs des équipes de France. Et la partie amateur, c'est ce qui part du départemental, même du loisir, donc c'est-à-dire quand on amène son enfant au club à côté, jusqu'au national. Et en fait, en national, on est quasiment professionnel, mais nous, on a considéré que tout ça, c'était de la pratique amateur. Alors, quels sont les principaux enseignements de cette étude ? C'est que le foot et le rugby, les 2 sports cumulés, c'est 2,2 millions de tonnes de CO2 annuels. Donc, ça fait l'équivalent des émissions d'une ville comme Rennes, à peu près. Le deuxième enseignement important, c'est que plus de 50% de l'empreinte vient du transport. Alors dans la partie professionnelle, c'est surtout le transport des spectateurs qui se rendent tous les week-ends à un stade pour aller encourager leur équipe. Et sur le volet amateur, c'est le transport des licenciés, des participants, pour les accompagner 2 fois par semaine à l'entraînement et 1 fois par semaine au match le week-end. Et donc c'est ça qui va particulièrement peser, c'est le transport des participants et des participantes et le transport des spectateurs. Ce qu'on a mis aussi en avant, qui nous paraissait assez dingue finalement, c'est que 80% de l'empreinte carbone, elle vient du secteur amateur. Donc on a vraiment l'image des sportifs qui ont vraiment un rythme de vie qui nous paraît très déconnecté des nôtres. Donc c'est vrai que ramener à l'échelle d'un joueur de foot professionnel ou amateur, l'empreinte carbone d'un joueur de foot professionnel va être 15 fois supérieure à celui d'un joueur amateur, même c'est plutôt 25 fois. Alors que le nombre de pratiquants, les 2,5 millions de licenciés amateurs, font la masse de l'empreinte en fait. C'est la masse des gens qui pratiquent, la masse des gens qui prennent des voitures, qui fait la masse de l'empreinte carbone.
Et sur peut-être les autres postes d'émission aussi rapidement, donc il y a le transport qui varie entre 80% et 50%. Si c'est un match Nouvelle-Zélande-France avec des spectateurs qui viennent de Nouvelle-Zélande, l'empreinte carbone du transport, ça va plutôt être 80% du bilan. Ensuite, en deuxième position, ça a été très étonnant, c'est les articles de sport et loisirs. Et là aussi, c'est la masse qui fait l'empreinte. Ça veut dire que c'est tous les maillots qui sont achetés, les ballons de foot, les ballons de rugby, les protèges tibia. Ça arrive en deuxième poste sur les émissions, car encore une fois, la masse fait l'empreinte. Et puis ensuite, s'ensuit les infrastructures, l'alimentation, la consommation d'énergie et les déchets un peu plus loin. Dans le rapport, vous soulignez aussi qu'il existe sur plusieurs postes d'émission, et notamment les déplacements, comme on vient de le mentionner, une forme de distorsion. C'est-à-dire qu'un petit nombre de personnes peut être à l'origine d'une grande part des émissions émises, comme par exemple les spectateurs visiteurs, donc les supporters de l'équipe qui ne jouent pas à domicile, qui se déplacent, qui sont peu nombreux mais très émetteurs, ou les matchs internationaux, qui sont plus rares que les matchs nationaux, mais très polluants. Comment est-ce que vous analysez cela ? Alors, on l'a analysé parce qu'on a réparti les matchs en trois groupes. Les matchs extra-européens, donc on vient d'Afrique du Sud ou de Nouvelle-Zélande, surtout dans le rugby, parce qu'il y a beaucoup d'équipes de l'hémisphère sud qui jouent. Les matchs européens et les matchs les matchs nationaux. Donc dans ces trois catégories, on a analysé l'empreinte carbone et quel était le poids du transport là-dedans. Et on s'est rendu compte que si on cumulait les matchs extra-européens et les matchs européens, donc c'est environ 6% des rencontres dans l'année, parce qu'il n'y a pas tant de matchs que ça avec des équipes de loin. On n'a pas mis les Coupes du Monde dans cette étude, qui sont que tous les 4 ans. Mais donc si on prend le tournoi Destination, quelques compétitions récurrentes, ça représente 6% des matchs, et ces 6%, c'est quasiment déjà 60% de l'empreinte carbone du sport professionnel. Donc c'est vrai que c'est une petite partie. On le voit sur le volet transport, donc qui représente environ 80% de l'empreinte quand on est sur une rencontre extra-européenne. C'est 2% des spectateurs qui font 93% de l'empreinte carbone du volet transport. Parce qu'ils viennent majoritairement en avion et qu'on n'a pas trop d'autres solutions aujourd'hui quand on vient d'Afrique du Sud ou d'Argentine. Vous montrez également dans le rapport que le football et le rugby ne sont pas seulement les responsables d'émissions, mais qui subissent également ces effets. Quelles sont les vulnérabilités que vous avez mis en évidence, les vulnérabilités de ces sports face aux impacts du changement climatique ? Alors c'est ce qu'on a qualifié de triple vulnérabilité. La première vulnérabilité, c'est celle du dérèglement climatique sur la pratique. Et ça, c'est déjà assez évident. De pics de chaleur qui nécessitent de décaler des matchs. Il y a un rapport du WWF qui a bien documenté ça et qui dit que dans un monde à plus 4 degrés, c'est quasiment 2 mois de pratique sportive qu'on pourrait perdre extérieure. Parce qu'on serait à des températures au-dessus de 35 et qu'au-dessus de 35, on peut difficilement pratiquer une activité sportive. Mais par exemple, sur le rugby, si les pelouses sont gelées, comme il y a beaucoup de chocs avec les mêlées, les plaquages, il y a beaucoup plus de blessures. Donc là aussi, c'est des risques qui sont plus importants avec les dérèglements climatiques et les événements climatiques extrêmes. Donc ça, c'est l'effet, c'est le premier risque est le risque du changement climatique. Le deuxième risque, c'est celui qu'on appelle le risque d'approvisionnement, où donc on travaille toujours sur cette double contrainte, à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le fait qu'il y ait des énergies fossiles qui soient en décrue et qu'on soit très dépendant du pétrole avec les voitures, par exemple dans le sport, nous montre qu'on est très vulnérable. Ça, on a un exemple qui est très précis. Pendant la crise énergétique avec la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont monté d'un coup. Et donc, il y a des collectivités qui ont décidé de fermer les piscines. Parce que chauffer les piscines, ça coûtait trop cher et que plutôt que entre fermer les piscines ou les écoles, il fallait choisir. Et le sport n'est pas toujours prioritaire dans cet arbitrage des choix. Donc ça, c'est le deuxième risque qu'on appelle le risque d'approvisionnement. On pourrait se poser la même question si demain le litre d'essence est à 5 €. Est-ce que la priorité, ce sera d'emmener son enfant à l'entraînement de foot avec sa voiture ou ce sera plutôt de se déplacer pour d'autres activités ?
Et enfin, le dernier risque, c'est ce qu'on appelle le risque d'adaptation. Et c'est de se dire que peut-être que d'autres secteurs de l'activité en France se seront adaptés. Donc on aura beaucoup plus de voitures électriques, des bornes de recharge un peu partout. Et si nous, dans le sport, on fait pas notre transformation, si on se dit pas, il faut mettre des bornes de recharge dans les stades, il faut mettre des racks à vélo, parce qu'en fait, les gens, ils se déplacent différemment, on sera en retard par rapport aux autres secteurs d'activité. Donc il y a vraiment ce risque de ne pas s'adapter assez vite. Donc clairement, vous analysez que les vulnérabilités aujourd'hui, elles sont pas juste potentielles, mais qu'elles commencent déjà à être réelles et qu'il y a un vrai risque d'accroissement de ces vulnérabilités dans le futur. Est-ce que vous avez observé une réelle prise de conscience des acteurs du monde du football et du rugby, que ce soit dans le secteur professionnel ou amateur, sur ces risques-là, sur ces vulnérabilités, sur leurs émissions actuelles? Et est-ce que vous avez aussi observé des mesures qui auraient été mises en œuvre? Alors, en tout cas, nous, on est persuadés que le développement de la pratique sportive, et c'est ce qu'on veut dans nos vies, c'est d'avoir plus de sport au quotidien, pouvoir pratiquer. On est avant tout des amoureuses et des amoureux du sport. C'est pas pour en faire moins, au contraire, c'est pour en faire plus. Et si on veut faire plus de sport, il faut décarboner les pratiques. Sinon, on va être trop en risque, on sera trop dépendant des énergies fossiles. La cure d'amaigrissement, elle sera trop imposée. Et donc, on n'arrivera plus à déployer nos pratiques. Donc après, est-ce que les acteurs en prennent conscience? Oui, de plus en plus. Et ce rapport, on l'a fait en partenariat, si je peux dire, avec la Fédération française de foot, de rugby, la Ligue professionnelle de foot, la Ligue professionnelle de rugby, qui nous ont apporté des données et qui, eux, essaient au sein de leur fédération de faire bouger les choses. La Ligue professionnelle de foot, par exemple, a mis en place un système de licence pour les joueurs qui conditionne certaines actions éco-responsables à des points. Mais on peut citer aussi la Fédération française de rugby qui a déjà revu l'organisation de ses championnats au niveau amateur. Alors là, c'était pas tellement pour des raisons climatiques, mais plutôt économiques, parce que parfois, avec la refonte des régions, aller à l'autre bout de l'Occitanie pour les clubs chaque week-end, même si on est au niveau régional, ça coûte super cher. Et donc les clubs disent mais les régions sont trop grandes, nous il faut qu'on relocalise un peu parce que ça nous coûte trop cher d'organiser ces matchs-là. Donc il y a déjà des choses qui vont dans ce sens-là, qui sont organisées par les fédérations, et il y a surtout plein de clubs qui décident aussi de s'engager, de mettre en place des bonnes pratiques, de construire un rack à vélo, d'aller faire un potager participatif autour de leur terrain. Donc on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Mais de là à dire que c'est généralisé et que la prise de conscience est totale, c'est en train de se décarboner le sport, mais on n'y est pas tout à fait encore. Comme tu le disais, les principaux postes d'émission sont ceux qui concernent les déplacements des spectateurs et des équipes. Et leur décarbonation ne dépend pas en soi des premiers acteurs du sport concernés, puisque ça concerne d'abord les secteurs respectifs de l'aérien et de l'automobile. À partir de ce constat, vous avez construit 3 scénarios qui sont basés sur le rythme et le niveau de décarbonation de ces secteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement à quoi correspondent ces 3 scénarios ? Voilà, c'est des questions de techniciens, mais qui sont très intéressantes. Donc, notre objectif, c'est d'arriver globalement à moins 83% de réduction d'ici 2050. Et si on fait moins 83% d'ici 2050, ça respecte les accords de Paris, ça permet de décarboner efficacement, de plus être vulnérable à tout ce dont on a parlé avant. Donc il faut atteindre cet objectif de 83%. Donc on a fait une première hypothèse en se disant super, on arrive à décarboner l'aviation, on arrive à décarboner le transport. Et là, c'est vrai qu'on peut arriver assez rapidement à une baisse de 80% des émissions. Cependant, cette hypothèse, elle nous paraît pas réaliste, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de décarboner l'aviation réellement. On n'a pas tous les moyens qui sont mis en œuvre pour le faire à l'échelle. Enfin, voilà, ça, on s'est aussi appuyé sur d'autres secteurs d'activité au Shift Project, où ils ont déjà travaillé sur ces choses-là, sur la décarbonation de l'aviation ou de d'autres secteurs. Nous, on s'est appuyé sur ces études-là pour pouvoir compléter la nôtre sur cet aspect-là. Donc ensuite, il y avait une autre option, c'était de dire, alors on peut décarboner moyennement tel et tel secteur, et donc là, on active tous nos petits leviers, et on arrive à 68% de réduction. Donc avec un peu plus de covoiturage, un peu plus de voitures électriques, manger plus végétarien dans les stades et dans les buvettes, réutiliser plus souvent nos articles de sport. Voilà. Disons qu'on a activé tous ces leviers, il manque encore un petit bout. Et en fait, le petit bout qui manque, c'est ce qu'on appelle les leviers d'organisation. Et là, on parle d'optimiser et rapprocher. Donc, sur les derniers points qui nous manquent pour décarboner jusqu'à 83%, là, il va falloir réfléchir à réorganiser certains matchs extra-européens
parce que l'aviation, on ne sait pas la décarboner. C'est qu'on n'a pas de solution pour faire venir des spectateurs étrangers avec des modes de transport qui soient moins émetteurs ou en tout cas moins dépendants des énergies fossiles. Donc on a choisi cette option et on n'a pas donné d'indications précises sur est-ce qu'il faut faire une fan zone localisée comme le préconise par exemple un rapport de Shifter sur les Jeux Olympiques qui était très intéressant. On dit il y a plein de solutions qui existent sur des fan zones, sur revoir un petit peu les championnats, peut-être réduire d'un match ou deux par an, il y a plein de choses. Mais nous, on donne pas de recommandations sur la manière de faire, ça c'est aux acteurs de s'organiser et de prendre les bonnes décisions. Et je précise aussi, que tous ces leviers sont à nombre de matchs égaux. Donc on arrive à moins 83% si on n'est pas dans une explosion du nombre de matchs par an. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir que le nombre de compétitions est en augmentation plutôt que l'inverse. Parce que vous ne vous limitez pas à dresser un état des lieux factuel des émissions de gaz à effet de serre du sport foot et rugby professionnel et amateur, vous proposez également un certain nombre d'actions qui peuvent être menées pour diminuer l'impact environnemental de ces sports. Parmi celles-ci, lesquelles vous paraissent les plus importantes ou les plus prioritaires à mettre en place ? Eh bien toutes, je dirais. On voit bien que les 83% de réduction, pour le secteur, on a globalement 25 ans pour s'organiser et pour planifier cette décarbonation. Alors nous, on parle souvent de prérequis à l'action, qui nous paraissent vraiment importants avant de commencer sa stratégie de décarbonation de sa ligue ou de son club. D'abord, c'est peut-être de se mettre autour de la table avec tous les acteurs, parce que dans le sport, ils sont très nombreux. Il y a les collectivités, le mouvement olympique, les clubs, les fédérations, les ligues régionales, les comités départementaux. Il y a beaucoup d'acteurs. Et si on ajoute la SNCF pour faciliter les déplacements en train, il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut mettre autour de la table. Donc ça, c'est peut-être la première chose, c'est d'essayer de se réunir pour se coordonner. Et donc, en point 2, de planifier l'action et d'avoir un plan de décarbonation sur 25 ans assez précis. Alors c'est vrai que c'est pas trop dans l'air du temps d'avoir des plans sur plusieurs années, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on pourra agir efficacement. Le troisième prérequis, c'est de former les acteurs et les dirigeants sportifs, que ce soit dans les collectivités, les fédérations ou le mouvement olympique. Et enfin, de sensibiliser les pratiquants, les spectateurs, d'activer ces leviers-là qui nous paraissent indispensables. Ça, c'est nos prérequis. Et ensuite, avec tous les leviers de décarbonation qu'on a identifiés, il y a des choses plus ou moins simples à mettre en place. Donc, des choses assez simples, ça peut être proposer une alternative végétarienne dans les buvettes ou dans les clubhouses qui sont aujourd'hui particulièrement carnés. Donc, déjà, commencer par une alternative, puis progressivement réduire la part de protéines animales, ça peut être un levier. Inciter le covoiturage. Il y a déjà beaucoup de covoiturage dans le milieu du sport, mais on pense qu'on peut encore un petit peu augmenter le covoiturage. Donc ça peut être un des leviers aussi. Les rénovations énergétiques des infrastructures sportives, il va falloir y passer. Après, est-ce que ça doit être le levier prioritaire ou en tout cas actionnable directement ? Non, ça demande plus de coordination d'acteurs. Mais la Fédération française de rugby, par exemple, incite les clubs et les collectivités avec des aides financières à faire cette rénovation thermique. Au-delà des éléments quantifiables et quantifiés, on a parlé beaucoup de chiffres pendant ce podcast, vous rappelez qu'il y a également une responsabilité d'influence qui incombe spécifiquement au monde professionnel. Quelle forme peut prendre cette responsabilité, une responsabilité d'exemplarité, si on peut dire, et en quoi est-ce qu'elle peut être déterminante ? Alors c'est un peu comme ça qu'on avait vendu aussi l'étude au Shift Project en disant tout le monde n'est pas fan de sport, mais les personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux, dans les 10 premiers, c'est quasiment 10 sportifs. Dans les records d'audience des spectateurs sur des finales de championnats, de Ligue des Champions, de championnats du monde, on a bien vu les JO cet été, l'élan populaire que ça a entraîné, et je crois avoir vu aujourd'hui d'ailleurs que c'est le sport et les événements sportifs sont la première cause fédératrice des peuples, quoi. Donc le sport, et surtout le sport professionnel, a vraiment une part à jouer dans les messages qu'il veut envoyer, dans la prise de parole des athlètes, et dans une forme d'exemplarité qu'on aimerait voir pour pouvoir influencer et avoir des effets multiplicateurs sur les bonnes pratiques. Si un joueur de foot professionnel était végétarien, mais comme on le voit parfois dans le tennis, je pense que ça peut influencer d'autres athlètes.
Et donc moi, en tant que sportif amateur, si je veux participer à la décarbonation au niveau de la sphère amateur de ma pratique sportive, quels sont les leviers que je peux actionner? Alors le premier levier va être sur le transport. Donc lorsque c'est possible, privilégier les transports moins carbonés comme le vélo, la marche ou les transports en commun, évidemment, mais comme dans son empreinte carbone individuelle. Mais ça va avoir un impact important. Ça, c'est la première chose. Si on peut amener son enfant à vélo, si on peut soi-même aller à pied pour commencer son échauffement, ce sera formidable. Mais on sait qu'il y a plein d'endroits, surtout dans les zones rurales, où les infrastructures sportives sont souvent loin d'une gare ou d'un accès sécurisé pour les vélos. Donc le deuxième levier, c'est le covoiturage. Si c'est possible de prendre les enfants de la voisine pour aller à l'entraînement, ça se fait déjà beaucoup, mais on peut le faire encore plus pour avoir à chaque fois une voiture bien pleine. Il y a un autre levier qui est changer de voiture pour basculer sur des voitures électriques, des petites voitures électriques légères. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise, mais c'est peut-être pas forcément la première chose dans les gestes du quotidien qu'on peut mettre en place. En revanche, en chose plus facile, il y a sur la partie des articles de sport, qui sont à quasiment 20% de l'empreinte carbone sur la partie amateur. Et ça vient surtout du nombre de maillots qui sont achetés et produits chaque année par le club. Donc on peut faire aussi le choix, en tant que licencié du club, de refuser cette dotation. De dire, non, moi, cette année, je vais réutiliser mon maillot de l'année dernière, j'ai pas besoin d'un nouveau maillot, et que ça, au fur et à mesure, ça va peut-être changer ou inciter le club à faire des dotations pluriannuelles. Ou les derniers crampons à la mode, Voilà, alors parfois c'est aussi pour des questions de sponsors ou le club chaque année est habitué à refaire des maillots. Il faudrait réfléchir à des systèmes autour de l'économie de la fonctionnalité pour réutiliser ces maillots d'année en année. Ou en tout cas les redonner aux plus petits. Dans le judo, ça se fait beaucoup, par exemple. On jette jamais un kimono. Un judogi, c'est ça que je cherche. Oui, c'est le terme technique. Mais on jette jamais un kimono. Ça va toujours entre le grand frère, le petit frère et la petite sœur. Et il faudrait faire pareil dans d'autres disciplines. Ce dossier consacré au football et au rugby est a priori le premier d'une série consacrée à la décarbonation du sport, c'est bien ça ? On aimerait bien. Alors pour l'instant, sur 2025, on travaille sur ce qu'on appelle le portage de ce rapport. Donc c'est aller un maximum dans les fédérations sportives, dans les ligues, dans les clubs, présenter ces résultats, présenter les leviers. Donc si vous avez une organisation sportive, n'hésitez pas à nous solliciter. On se déplace pour pouvoir présenter ces résultats. Et donc ça va être un travail qui va nous occuper certainement jusqu'en 2026, avant d'élargir l'étude peut-être à d'autres sports ou à d'autres disciplines. Pour l'instant, c'est encore en réflexion sur quelles seraient les disciplines, en tout cas les plus pertinentes à étudier après les deux sports majeurs en France, qui sont le foot et le rugby. Et puis nous rappelons en passant que vous êtes à la recherche de soutien financier et de contributeurs motivés pour le cercle thématique sport du Shift Project. Ah oui, j'ai oublié de dire, pardon, là dans le gros projet en 2025, c'est que les shifters, on lance une grande consultation sport. Donc c'est comme ce qui avait été fait sur l'agriculture, où là, c'est en cours. Donc il faut vraiment leur apporter de la force et du soutien, parce que c'est super, pour aller justement dans les clubs sportifs, à la fois faire une étude quantitative sur les modes de transport, les kilomètres parcourus, mais aussi interroger vraiment les responsables de clubs sur leur vision de la double contrainte carbone. Et ça donnera lieu à un rapport et à un événement qui sera en 2025 pour faire vivre les travaux dans le secteur sportif amateur. Et donc ici, ils ont un gros groupe de travail, mais je pense qu'on peut encore les rejoindre et qui cherchent aussi des financements pour la grande consultation. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer aux contributeurs de ce rapport ? Et sinon, remercier, c'est surtout un travail collectif. Donc, il y a eu tout un groupe de travail, des expertes et des experts qui nous ont donné leur savoir, leurs ressources, leurs données aussi, vraiment du nombre de kilomètres et de choses très, très factuelles qu'il a fallu enregistrer. Donc, on a interrogé une centaine d'acteurs qui ont tous bien voulu nous répondre pour faire ce rapport. Donc, c'est avant tout un travail collectif avec toute une équipe pour pouvoir aboutir à ces résultats. Merci Justine pour tes explications et félicitations pour l'ensemble de ce travail. Vous pouvez retrouver ce rapport dans son intégralité sur le site internet du Shift Project. Il a été publié le 13 février dernier. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.
Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank, dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif: faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.